pense qu'on est tous capables de comprendre les limites planétaires et je pense qu'il y a plusieurs preuves qui montrent qu'on est au-delà des limites planétaires dans différents pays. Et vous avez senti que la question qui vient souvent, c'est oui, mais quelle est l'alternative? C'est quoi l'alternative au capitalisme? Non, ce n'est pas le communisme. Et j'aime bien cette phrase qui dit qu'on imagine beaucoup plus facilement la fin du monde que la fin du capitalisme. On va voir qu'en fait, il y a tout un imaginaire à créer. Et de par la magie du programme qui est superbement bien créé, le prochain intervenant va justement parler de cela, une alternative au capitalisme. Et donc c'est Simon Tremblay-Pépin qui va nous parler du rôle des ingénieurs dans la conception de systèmes économiques post-capitalistes. Et vous l'avez entendu, il y a la place pour l'innovation et la place pour l'innovation technologique, également dans une post-croissance. Alors c'est pas nouveau, hein, ça fait 35 ans qu'on étudie des modèles assez théoriques de post-capitalisme. Et justement, Simon Tremblay-Pépin, ça fait au moins 15 ans qu'il travaille sur le sujet. Est-ce que vous êtes bien à Ottawa pour l'instant? Ah, on ne vous entend pas. Bonjour. Voilà, super, on vous entend, génial. Donc vous êtes bien à Ottawa, en direct, politologue et économiste. Et comme je vous disais, ça fait 15 ans, ou plus de 15 ans qu'il étudie des modèles post-capitalistes. Et donc, c'est à vous, Simon, pour nous nourrir notre imaginaire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Merci à toute l'équipe qui a organisé cette présentation, cette conférence aujourd'hui. Merci à Timothée Paric que j'ai eu le plaisir d'écouter juste avant avec vous, qui a fait déjà une bonne partie du travail. Alors, ça facilite ma vie, ça facilite le mien de travail. Où je peux avancer en terrain connu pour vous désormais. Je vais moi aussi partager mon écran. J'ai quelques petites diapositives à vous partager. Alors, donnez-moi juste un instant. Voilà. Vous devriez voir maintenant mon écran et ma présentation. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, c'est bon. Excellent. Alors, j'ai fait une présentation spécialement pour vous. Ce n'est pas que je passe mon temps à faire des présentations devant des ingénieurs ou des ingénieurs en formation. C'est que la question me préoccupe particulièrement. Et quand on m'a dit que cette occasion se présentait de vous parler aujourd'hui, je me suis dit, essayons de voir comment, du point de vue des ingénieurs, ou du point de vue que je suppose être celui des ingénieurs, comme je n'en suis pas un, qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant à penser du point de vue du post-capitalisme? Alors, allons-y. J'espère que je ne dirai pas trop de bêtises sur les domaines qui vous concernent, mais voilà, c'est ce que j'aime faire dans la vie, non pas dire des bêtises, mais explorer des choses que je connais moins et que je veux essayer de découvrir et faire découvrir. Alors, comme mon collègue l'a dit d'entrée de jeu, je suis politologue, économiste de formation. Ça fait depuis 2005 que je travaille sur les économies post-capitalistes. J'anime un groupe de recherche à ce sujet depuis 2018. J'ai publié plusieurs articles scientifiques et je suis récemment l'auteur d'un livre à ce sujet qu'on a écrit à trois. Je vais vous le présenter en fin de présentation. Peut-être si j'ai réussi à vous hameçonner suffisamment sur les sujets que je vais aborder aujourd'hui, vous aurez l'intérêt d'aller le parcourir. Et j'ai participé à fonder l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère de l'Université Saint-Paul. Mon collègue Timothée Paric vous a parlé plus tôt de c'était quoi l'innovation sociale en donnant l'exemple d'une bibliothèque d'outils, un endroit où on va emprunter des outils plutôt que d'avoir chacun sa perceuse à la maison. On va en prendre une dans une bibliothèque d'outils. C'est une innovation sociale. L'école où j'enseigne se spécialise dans ces questions, c'est-à-dire les stratégies qu'on peut développer collectivement pour vivre dans un monde qui soit plus juste, plus environnementalement intéressant et bien sûr là, qui partage mieux la richesse, etc., etc.
Donc, voilà un peu pour mon pedigree. Avançons sur le plan de notre présentation d'aujourd'hui. Moi aussi, j'ai l'impression que... j'ai eu l'impression en faisant cette présentation, en la préparant, que j'allais exploser mon temps complètement. Maintenant que j'ai entendu mon collègue Timothée Parrique faire moins que ce qu'il avait prévu alors qu'il avait une présentation lui-même assez ambitieuse, alors là, je me dis peut-être que je vais faire trop peu. Bon, vous voyez, c'est toujours ça, une première présentation. Hein? Quand on l'a fait, on ne sait jamais dans quoi on s'embarque. Je vais aller rapidement sur le capitalisme. Comme le travail a déjà été fait, j'ai quelques notes supplémentaires à vous ajouter que j'ai prises en écoutant la présentation précédente. Ensuite, la demande des organisateurs et organisatrices de cette présentation, j'ai ajouté une petite section sur l'imaginaire économique dans le Nord global. Et ensuite, on va avancer sur la question des travaux précédents sur le post-capitalisme, parce qu'il y a, on le disait d'entrée de jeu, une quarantaine d'années de travaux qui ont été faits sur le post-capitalisme et on peut se baser sur ce qui a été fait pour avancer. Je vais ensuite aller sur la recherche qu'on est en train de faire, mais j'y passerai pas trop de temps. Du moins, je vais essayer de me surveiller pour ne pas y passer trop de temps, parce que mon but est d'aller sur la contribution du génie, hein, des étudiants, des professeurs en génie. J'ai essayé de le penser du point de vue de problèmes qui pourraient se poser à des ingénieurs. Évidemment, je ne pouvais pas toucher tous les domaines du génie, il y en a beaucoup trop, mais j'ai regardé les cours et les programmes qui sont offerts dans votre faculté et j'ai repéré trois domaines du génie dans lesquels je pense qu'il y aurait des questions intéressantes à se poser à partir de la réflexion sur l'après-capitalisme. Puis enfin, pour ceux et celles que ça intéresse, je terminerai sur quelques éléments qui vous permettent, vous, de vous impliquer dans la recherche sur ces questions. Donc, allons-y, sans plus attendre. Commençons par le capitalisme. Bon, tantôt, on vous l'a présenté très bien, très succinctement, le capitalisme. Je n'ai rien à ajouter sur ce que disait Timothée Parrique. Cependant, j'aimerais faire quelques précisions qui, à mon avis, sont importantes pour lier ce système économique particulier aux dangers que nous vivons en termes écologiques. Timothée Parrique en a parlé, mais plutôt en arrière-plan de sa proposition. Je vais donc les mettre à l'avant-plan maintenant. Trois importants problèmes, à mon avis, avec le capitalisme, si on veut continuer à vivre sur une planète où on peut encore respirer de l'air pur, on peut encore boire de l'eau potable. D'abord, l'incapacité de ce système économique spécifique, qui n'est pas l'économie, qui n'est pas le seul système existant, j'y reviendrai, mais ce système a une incapacité institutionnelle, c'est-à-dire qu'il n'a pas conçu d'institution, ou il n'y a pas d'institution conçue à l'intérieur du système pour le limiter. Ce qui fait que on a été obligé de le limiter par d'autres institutions qui sont venues se greffer au système, notamment l'institution étatique. Dans la plupart des sociétés, et je reprendrai les termes de Timothée Parrique, on se fout un peu des étiquettes, des sociétés, des économies avancées, on a utilisé l'État pour limiter le capitalisme, notamment et surtout pendant des années, sur les questions sociales et sur les questions des inégalités de revenus. Donc, on a dû intervenir au sein du système économique, hein, de modifier les prix, modifier l'offre, modifier la demande pour pouvoir contrevenir, tenter d'amenuiser, d'amoindrir les effets inégalitaires du capitalisme. On a réussi avec des succès mitigés. Je pense que dans le cas des gaz à effet de serre, comme on a tenté de le faire dans les dernières années, la présentation précédente a bien démontré que malgré une pléthore de rencontres interétatiques pour se donner des objectifs sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, on montre bien la limite, celle-là, non pas la limite du capitalisme ou de sa production, mais la limite de nos capacités à le limiter. Pourquoi? Bien parce que, évidemment, les acteurs au sein du capitalisme qui accumulent des richesses et donc du pouvoir interviennent dans ces arènes qui sont comme la COP28 qui vient de se terminer, où, je vous le rappelle, plus de 1500 personnes étaient présentes pour représenter le lobby du pétrole et des industries fossiles et faire avancer les intérêts de ces industries qui ne vont pas, ai-je besoin de vous le dire, dans le sens de la réduction de la production de ces industries. Donc, premier problème,
incapacité institutionnelle à mettre une limite à la production à l'intérieur du capitalisme, et même quand on tente de le contraindre de l'extérieur, on arrive aussi rapidement à des limites. Deuxième problème, l'atomisation de la prise de décision économique. Ça, c'est un aspect sur lequel Timothée Paric s'est moins concentré. Je vais y aller un petit peu plus dans le détail. Au sein de notre système économique, quand quelqu'un prend une décision, prenons le cas de l'investissement parce que c'est là où c'est le plus marquant. À partir du moment où je décide d'investir pour construire une usine qui construira un téléphone cellulaire comme celui-là, un iPhone, eh bien, je décide d'investir et là, je vais demander, comme l'exemple de Timothée tantôt qui disait « Ah, vous pouvez aller demander à une banque pour avoir des capitaux. » Donc, je vais demander à une banque, je vais faire des cellulaires, ça va être très profitable, la banque me donne de l'argent, on investit, on crée cette usine. Tout ça, je n'ai consulté personne d'autre que les gens qui investissent avec moi, la banque, d'autres investisseurs, etc. On a jugé qu'on pourrait faire de l'argent. Je ne sais pas ce que font les autres. Peut-être qu'en ce moment, au moment où j'emprunte de l'argent pour construire mon usine, vous êtes en train de faire la même chose dans une autre banque et vous êtes en train de construire, et vous serez en train de construire une autre usine pour produire d'autres cellulaires. Et donc, nous serons en compétition sur le marché, vous et moi. Du point de vue des capitalistes, il n'y a aucun problème avec ça. C'est la saine compétition, vous le comprenez bien. Je vais proposer des cellulaires, vous allez en proposer, et que le meilleur gagne. Ceux qui atteignent la faveur du public, eh bien, auront davantage d'argent. Ça pose une question extrêmement importante du point de vue des ressources. C'est-à-dire que vous et moi, nous venons d'investir du capital, bien sûr, mais des ressources humaines, des ressources naturelles, du béton, de l'acier, du verre, pour construire ces immenses édifices, ensuite pour embaucher des gens, etc., etc. Et nous avons un intérêt évident à rentabiliser cet investissement, à avoir du rendement sur notre capital. Alors, nous allons tout faire pour que ce soit notre usine qui domine le marché, qui prenne le plus de parts de marché possible pour atteindre nos objectifs de rentabilisation. Or, le problème qu'il y a avec ça, c'est comme nous le faisons tous les deux et que peut-être qu'il aurait suffi d'une des deux usines pour combler le marché, nous dépensons plus de ressources à cause de l'atomisation de la prise de décision, parce que nous avons pris la décision, atomisation, c'est un terme de sciences sociales, donc je ne vais pas présumer que vous êtes tous au courant de ce que ça veut dire. L'atomisation, c'est-à-dire qu'on agit de façon atomistique, qu'on agit comme si on était des atomes séparés, sans connexion les uns avec les autres. Donc, comme on prend nos décisions individuellement, séparées des autres, eh bien, il se peut qu'on dépense trop de ressources pour une production qui pourrait être faite avec moins de ressources. Donc, on se pose dans une situation où systématiquement, parce que le capitalisme, au sein du capitalisme, aucun entrepreneur a intérêt à révéler ses intentions d'investissement, ou pire encore, ses secrets industriels, à d'autres entrepreneurs. Ce serait montrer son jeu à tous ses concurrents. Donc, on a un problème fondamental ici qui va générer de la croissance pour des objectifs humains, sociaux, qui ne sont pas nécessairement atteints de façon optimale au niveau macro. Peut-être que vous pouvez les atteindre au niveau micro, peut-être que vous pouvez les atteindre au niveau méso, mais au niveau macro, ils ne sont pas atteints de façon optimale. Troisième élément, c'est la contrainte à l'accumulation. C'est très lié à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez investi, vous avez des pressions. Les gens qui vous ont prêté de l'argent, les gens qui ont investi avec vous font pression pour que vous obteniez des rendements. Donc, il faut se sortir de la tête l'image du capitaliste vénal qui se frotte les mains en disant « je vais faire plus de profit et c'est pour ça que ce capitaliste investit, etc. » Non. Bien sûr, il peut y en avoir qui ont ces objectifs et qui sont vénaux, pas de problème. Mais la plupart d'entre eux et d'entre elles sont contraints à l'accumulation par le système même dans lequel ils jouent. Donc, ils ont besoin d'avoir des retours sur investissement pour continuer à exister comme entreprise capitaliste et comme investisseur, comme entrepreneur, bref, comme capitaliste. Donc, ces trois problèmes fondamentaux, l'incapacité à s'imiter,
l'atomisation de la prise de décision et la contrainte à l'accumulation, font que le capitalisme pose comme système un défi important à notre capacité de survie. Et en conséquence, là où je fais un pas supplémentaire face à la présentation qui vient de vous être faite, c'est que je participe à ce monde de la recherche où on pense que non seulement il ne faut pas que critiquer le système dans lequel nous sommes, bien que ce soit essentiel d'en faire la critique, bien entendu, mais il faut aussi proposer autre chose que ce système-là, et c'est ce dont je vais tenter de vous parler désormais. Donc, avançons. Je vous fais une petite parenthèse sur l'imaginaire économique. Dans l'imaginaire économique du Nord global, hein, là, je ne vous parle pas de l'ensemble de la Terre, là, mais des pays dits occidentaux, ceux que nommait Timothée Parrique tantôt en évoquant les économies avancées, dans lesquelles j'ajouterais par pur chauvinisme le Canada et le Québec aussi, tant qu'à y être. Eh bien, on a on avait jusqu'en 1990 un imaginaire bipolaire. Hein. C'était un imaginaire où d'un côté, il y a un système économique, celui qu'on connaît tous et dont je viens de vous parler, le capitalisme, et de l'autre côté, un système qu'on connaissait aussi très bien, qu'on appelait le communisme, c'est-à-dire le système qui avait cours en URSS, qui a théoriquement, d'après le régime au pouvoir, encore cours en Chine. C'est un sujet à débat, on pourra en débattre dans la période de questions si vous le souhaitez. Et puis, il existait un entre-deux dans lequel certains de nos pays, je crois que la Belgique en fait partie, le Québec aussi, les pays scandinaves sont ceux qui viennent tout de suite à l'esprit, il existait cet entre-deux qu'on appelait la social-démocratie, c'est-à-dire un espace où on tentait de marier un peu des deux éléments en faisant exactement ce dont je vous parlais tantôt, c'est-à-dire en utilisant l'État et la capacité planificatrice de l'État pour combler les torts du capitalisme et pour tenter d'amoindrir ses caractères injustes, inégalitaires, etc., etc. Cet imaginaire a évolué. Ça, c'est l'imaginaire qui existait dans le temps de ma prime jeunesse. Et aujourd'hui, après 1990, on est passé à un imaginaire à pôle unique. À pôle unique, mais avec des gradients, je dirais. Donc, il y a le capitalisme, c'est le système dans lequel tout le monde est, à l'exception, et encore de plus en plus modestement, de Cuba, du Vietnam et de quelques pays un peu extraits de ce système, mais encore qui participent assez activement et qui y participent de plus en plus. Donc, un système global, unique, dans lequel on trouve des variantes d'application de ce système économique qui vont de l'ultralibéralisme. Les Argentins viennent de voter en faveur de l'ultralibéralisme et vont connaître ce que ça signifie dans quelques mois et dans quelques années. Et le social-libéralisme, c'est-à-dire cette tentative de maintenir, dans le cadre d'une économie libéralisée, un certain nombre de services sociaux hérités des systèmes sociodémocrates des années 60, 70 et 80. En gros, c'est l'espace de notre imaginaire. Un espace, je dois vous dire, assez restreint. Un espace qui nous donne à penser qu'il n'existe qu'une économie, avec un E majuscule, et que cette économie répond à certaines lois qui sont édictées dans la nature et auxquelles tout le monde doit répondre, les individus comme les États, comme les entreprises. Donc, cet imaginaire-là nous donne l'impression, pour reprendre les mots de Margaret Thatcher, que there is no alternative, qu'il nous faut absolument s'intégrer à ce système capitaliste et le faire avec le plus d'engagement possible, et que c'est de cette façon-là qu'on va le mieux s'en tirer comme pays, comme personne ou comme entreprise. Donc, l'imaginaire, c'est restreint, et ça, c'est vrai dans les pays du Nord global, et c'est de plus en plus vrai aussi dans les pays du Sud global, où on ne voit pas d'autres alternatives que de se joindre à la marche de l'avancée et du développement du système capitaliste. Or,
À partir de 1988, dans les marges de la pensée économique, pas du tout dans la pensée économique dominante, là, celle qu'on apprend à l'école, mais dans les marges de la pensée économique, s'est produit un ensemble, une pluralité de systèmes qui sont soit des modèles théoriques, soit des expériences vécues qui s'inscrivent dans ce qu'on appelle les interstices du capitalisme, dans les cracks du capitalisme, pour reprendre le terme de John Holloway. Il s'est produit un ensemble de réflexions et de pratiques qu'on pourrait qualifier de post-capitalistes. J'en ai mis quelques-unes ici, je vais vous en parler, c'est juste pour vous montrer la diversité, c'est pour ça que j'ai utilisé cet arc-en-ciel de couleurs. Je vais aller dans le détail davantage de ces différents systèmes, mais ça vous donne néanmoins une idée de la variété de systèmes qu'il y a. Si j'avance pour essayer de vous les catégoriser, il y a d'un côté les modèles théoriques. Le premier qui a été développé en 88 est celui de la coordination négociée bâti par Pat Devine à l'époque, puis qu'il a continué de travailler avec Fikret Adaman. C'est un modèle que je qualifierais pour dire les choses rapidement, de social-démocratie sur les stéroïdes, c'est-à-dire où on a une grande force qui est donnée à la capacité des acteurs intermédiaires de participer à la négociation des investissements économiques. Non pas de la consommation au jour le jour, mais des investissements économiques pour prendre des décisions marquantes sur le développement à long terme de l'économie. Un modèle fort intéressant dont le livre de départ n'a jamais été republié, ni jamais traduit en français. Mais vous êtes chanceux et chanceuses. Dans le petit livre dont je vous parlerai à la fin, on en a fait un résumé qui, je pense, donne l'essentiel du modèle et vous permet ensuite d'aller explorer plus avant par un ensemble de références. Ensuite, peut-être le modèle qui a été le plus connu le plus longtemps, l'économie participative, développée par Michael Albert et Robin Hahnel, qui sont deux économistes, un économiste et un militant et personne qui a sa formation en physique d'abord, Michael Albert, et un économiste, Robin Hahnel, des États-Unis, qui ont développé ce modèle où le marché est complètement exclu du modèle et est remplacé par tout un système de planification itérative dont je vais vous parler dans quelques minutes. Donc, je n'irai pas dans le détail. La planification informatisée et centralisée, ça s'est développé dans les années... l'économie participative, c'était 91. La planification informatisée, c'est 93. C'est Paul Cockshott, Alan Cottrell, deux Écossais qui développent un informaticien et un économiste qui développent cette logique pour dire, en fait, les capacités informatiques qu'on a aujourd'hui nous permettent de planifier l'économie et qui en font la démonstration. Et il y a eu plein d'autres modèles, Leibman, bien sûr Takis Fotopoulos, Saros plus récemment, et plein d'autres ont développé des modèles d'économie post-capitaliste. Évidemment, dans le temps qui m'est imparti, il m'est totalement impossible de vous les présenter aujourd'hui. Au complet, mais bon, dans les questions, je pourrais approfondir si vous avez des questions. De l'autre côté, se passait une série d'expériences pratiques. La plus connue dans le monde académique, c'est-à-dire celle qui a le plus généré de publications, est ce que deux théoriciennes qui écrivent sous le nom de plume de J.K. Gibson Graham ont appelé l'économie des communautés ou les économies des communautés. Encore là, des autrices qui n'ont pas été traduites, mais qui sont incluses dans notre petit livre. Ces économies des communautés, c'est tout le secteur économique en dehors des logiques capitalistes. Et tantôt, dans la description que faisait Timothée Parrique du capitalisme, il n'a cesse de vous dire « Ah, il y a le don, il y a des échanges à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire, il y a un ensemble de logiques comme ça, mais le capitalisme est à prépondérance un système qui fonctionne sur l'entreprise privée, le salariat, etc., etc. » Gibson Graham, ce qu'elle nous dit, c'est qu'en fait, nous, parlant de moi et de Timothée, par exemple, sommes obsédés par le capitalisme. Nous ne voyons que ça, nous le voyons dans notre soupe. En conséquence, nous ne sommes pas capables de constater qu'une vaste partie
des échanges économiques et de la vie économique se fait déjà en dehors du capitalisme et qu'en fait, notre solution serait de bâtir sur ces fondements qui seraient sains pour construire plus avant une nouvelle économie basée sur des rapports plus égalitaires, relationnels, etc. Donc, deux ouvrages très importants là, de Gibson Graham, The End of Capitalism as We Knew It, qui a été publié en 1996, et Post-Capitalist Politics, qui a été publié en 2006, si je ne m'abuse. Ensuite, Martha Arnecker, une scientifique qui a travaillé une chercheuse des sciences sociales qui a travaillé depuis les années 70, mais aussi une militante qui a été impliquée dans le gouvernement de Salvador Allende, le bref gouvernement de Salvador Allende des années 70 au Chili, mais qui a ensuite qui a roulé sa bosse partout en Amérique latine, a publié l'année de sa mort un traité de planification ascendante, c'est-à-dire les techniques qu'elle a utilisées sur le terrain pour transformer les communautés qui souhaitaient s'organiser économiquement à côté de l'État, à côté du capitalisme et prendre leurs décisions économiques par elles-mêmes. Elle a fait des expériences au Venezuela et au Kerala en Inde. Et elle fait toute une présentation très intéressante à partir des pays du Sud global, ce qui est d'autant plus intéressant. Et bien sûr, on a des expériences vécues du Rojava en ce moment dans le nord de la Syrie, des zapatistes au Chiapas, des communes au Venezuela. Donc, un ensemble de gens qui tentent des expériences pratiques qui sont en dehors de la logique capitaliste. J'avance parce que le temps court. Quelle recherche se fait-il en ce moment sur la question du post-capitalisme? Je vous donne 3 cas rapidement. Nous, comme groupe de recherche, on se pose la question si les modèles théoriques cohérents qui ont été développés dans les années 90 et retravaillés ensuite dans les dernières décennies sont si intéressants que ça à continuer à investir. On a plutôt une approche modulaire de l'économie post-capitaliste, on pourra en parler. La question des prix est un grand sujet de débat. Devons-nous utiliser un prix unique, comme on le fait dans le capitalisme, comme plusieurs modèles le proposent, c'est-à-dire des prix qui représentent les coûts sociaux de production, ou devons-nous avoir des éléments multifactoriels pour prendre nos décisions, disons, plusieurs critères de sélection sur plusieurs facteurs qui incluent des prix de coûts de production, mais qui incluiraient d'autres choses, notamment qui pourraient tenir compte des limites planétaires, j'y reviendrai, et justement la question des limites, comment intégrer la question des limites à ces systèmes qui ont été conçus dans les années 90 où la question écologique était encore naissante et qui n'ont pas fait de cette question le centre de leur réflexion. Alors, le groupe de recherche auquel je participe, un de nos objectifs est de prendre beaucoup plus d'espace sur cette question. Je continue sur la contribution du génie, ce dont je veux vous parler davantage. Pour l'instant, la réflexion sur le post-capitalisme est un truc de sociologues, d'économistes, de politologues, des informaticiens parfois, quelques designers, mais très, très peu d'ingénieurs. On ne manque pourtant pas de questions à régler, me semble-t-il. Puis, j'ai tenté de voir lesquelles pourraient être pensées par des ingénieurs. Alors, je vous les soumets de ce pas. Je commence par un premier pour les gens qui sont en informatique, qui travaillent dans ce domaine. Je reprends le modèle de l'économie participaliste de Albert et Arnold, qui, à mon avis, pose un défi assez substantiel pour les ingénieurs qui s'y lanceraient. Je vous résume le problème tel que je le vois. Il y a d'un côté, dans ce modèle, l'idée, c'est de ne pas avoir de prise de décision économique centralisée, ni dans l'État, ni dans des monopoles, etc. Et donc, d'un côté, on a des groupes de consommateurs, ce qu'on appelle des conseils de consommateurs, qui réunissent les plans, les prévisions de consommation d'un ensemble de ménages, mais aussi de collectivités, municipalités, territoires, etc., etc. On met tout ça ensemble et ça donne ce que les gens voudraient que l'économie produise dans la prochaine année. OK. Jusque-là, il n'y a pas de grand défi. Hein?
tu fais juste de l'agrégation de données, certes, bon, d'agrégation à grande échelle, mais on est déjà capable de faire ça avec les systèmes informatiques actuels. De l'autre côté, on a des fédérations de producteurs qui, eux, nous disent, voici ce que nous, on souhaite produire avec le temps de travail qu'on veut investir, avec les matériaux auxquels on a accès, avec le coût auquel on a accès, etc. Et donc, tout ce monde-là prend ses décisions en fonction de prix qui sont donnés auparavant par une agence de facilitation. Je ne vous expliquerai pas tout le détail, sinon j'entrerai dans trop de détails, mais posons les premiers prix comme donnés, ça n'a pas beaucoup d'importance pour la suite. Tout le monde prend donc ses décisions et fait ses propositions. Et là, doit arriver ce moment où on fait se rencontrer l'ensemble des propositions pour modifier les prix, les coûts sociaux de production, hein, parce que ce ne sont pas des prix en fonction de la même façon que fonctionne le capitalisme. Mais ils sont assez proches, en fait, si on comprend les prix dans le capitalisme comme le comprendrait l'école post-keynésienne, par exemple. Mais passons sur ce détail. Donc, on doit faire entrer en collaboration, en dialogue, ces deux plans de consommation et de production pour produire de nouveaux prix qui vont pouvoir dire aux consommateurs, eh bien, prenons un exemple simple, le frigo que tu veux acheter cette année, eh bien, finalement, les gens qui produisent des frigos, ils vont moins travailler. Donc, le frigo va être plus cher parce qu'ils vont en produire moins. Donc, peut-être que tu veux changer ta planification de consommation sur cette question. Et lorsque les personnes le changent, lorsqu'il y a modification de la consommation, produire une nouvelle itération, hein, c'est une logique itérative de plan, une nouvelle itération de plan pour que les gens puissent produire de nouveau leur nouvelle version de plan, et ce, jusqu'à ce qu'arrive un certain équilibre. Et au cœur de tout ça, il y a une agence de facilitation dont vous comprenez bien que le but n'est pas de prendre des décisions, mais de faciliter le fait que les autres en prennent en donnant des cadres qui permettent que ces décisions soient prises. C'est-à-dire en disant, on atteint l'équilibre sur un certain produit à partir de tel niveau, les prix sont bâtis de telle façon à partir de telle formule, etc., etc. Vous voyez bien l'importance des systèmes informatiques dans cette stratégie, et j'ai pris ce modèle à dessein. Et là, la question qui se poserait, me semble-t-il, à des ingénieurs, c'est comment pourrions-nous arriver à démarrer un tel système? Et il me semble qu'il y aurait de la recherche, du travail empirique intéressant à faire en bâtissant des modèles réduits, hein, pas avec toutes ces capacités-là, mais des modèles réduits pour voir quel système pourrait permettre de gérer l'ensemble de ces données, de les mettre en relation, de produire des résultats, etc. Mais ça pose aussi des questions immenses d'interface. Ça pose des questions d'interface utilisateur, me semble-t-il, extrêmement, qui représentent de beaux défis pour des gens qui ont ce souci particulier de l'informatique et du développement informatique. Je continue avec le génie de l'énergie. Alors, je suis aidé par la présentation de Timothée Paré qui m'a précédé, parce qu'il vous a parlé des deux schémas que je mets là, mais d'une autre façon. Je l'ai présenté à ma façon, mais j'ai peu à faire. Du côté gauche, vous voyez le schéma de ce qu'on appelle le métabolisme social, un terme que Timothée a rapidement mentionné. Je le précise pour vous. Le métabolisme social, c'est comprendre la société humaine comme étant un organisme vivant qui serait au sein d'un environnement. Cet organisme vivant, la société humaine, s'est toujours pensée elle-même du point de vue économique comme produisant et consommant des biens. Et ce que dit le métabolisme social, c'est qu'à partir du moment où on la pense qu'on pense la société humaine comme organisme au sein d'un environnement plus vaste, il faut élargir notre perspective et penser 4 moments économiques, c'est-à-dire le moment d'extraction des ressources, de production, ensuite de consommation, et enfin de dissipation des ressources. Vous voyez hein, tout le cycle ici. Donc, on extrait, on produit, on consomme et on dissipe. Et bien sûr, ceci active des cycles biogéochimiques,
qui sont parfois de réutilisation et de transformation qui vont être utilisés comme nouvelles sources d'énergie, mais parfois aussi tout simplement de dissipation anthropique où des choses qui ont été utilisées ne peuvent pas être récupérées. Donc, il y a cette première conception de l'économie qui est beaucoup plus globale, qui est beaucoup plus holistique, si je puis dire. Et de l'autre côté, cette conception des couloirs de consommation qui a été aussi présentée par Timothée Paric, notamment sur l'image du donut, ce que chez nous on appelle un beigne, mais bon, passons, du donut présenté par Timothée tantôt. Ce n'est qu'une image, le donut. Les couloirs de consommation, c'est un espace de recherche très vaste où plusieurs personnes travaillent. Et vous voyez un des schémas ici, qui est donc le premier schéma, celui de gauche que je vous présentais, a été conçu par Éric Pinault. Le schéma que vous voyez là est un schéma qui est un peu vieilli, là, de 2014, mais qui, je pense, montre bien, qui a été bâti par Di Giulio et Fuchs. Ce schéma-là est assez simple. C'est qu'il y a un minimum de consommation. Hein? C'est la capacité de remplir les besoins humains. Et il y a un maximum, c'est les limites planétaires. La logique des couloirs de consommation, c'est de se dire qu'il faut rester entre ces deux lignes. Le schéma que vous présentez, Timothée Paric, plus tôt le montrait bien. Mais il faut penser ces deux lignes pour chaque produit. On a l'obligation de le penser pour chaque source d'énergie, par exemple. Et c'est ce que j'inviterais à penser, et ce, je pense que les modèles post-capitalistes invitent à penser, notamment quand on y ajoute ces idées de métabolisme social et de couloir de consommation, chose que mon groupe de recherche et moi avons tenté de faire particulièrement. Donc, ces modèles nous permettent de dire nous permettent de poser la question à de futurs ingénieurs en génie d'énergie, comment peut-on planifier un plan de transition énergétique pour une société, le penser globalement dans l'ensemble du cycle d'extraction, production, consommation et dissipation de l'énergie, pour que chacun de ces moments du cycle, les 4 moments, respecte les couloirs de consommation et permette de produire l'énergie suffisante pour répondre au minimum sans dépasser les limites planétaires. Et comment le faire dans un mix d'énergie qui soit valable pour une économie. Et j'ajoute une difficulté, parce que ces modèles post-capitalistes sont démocratiques, comment produire une variété, une diversité de plans parmi lesquels un acteur démocratique puisse choisir et dire, voici ce que nous, comme société, souhaitons accomplir. Je continue avec une troisième question pour les gens en sciences des données. J'ai découvert cette science grâce à votre faculté en parcourant son site web. Mais ça, j'ai trouvé ça passionnant. Dans une société moderne, et il faut tout de suite se poser la question, est-ce qu'on veut, après le capitalisme, continuer avec ce type d'a priori? Je pense que la question doit être mise sur la table et que les tenants de la décroissance, comme Timothée Paric, nous posent directement la question. Mais admettons qu'on prend la société telle qu'on la connaît, simplement pour un exercice intellectuel. On a une quantité de produits de consommation immense. Hein? On a, généralement, là, on dit qu'on a 10 à la 9 types de produits distincts au sein de nos économies. Comment est-ce qu'on fait si on souhaite avoir un moment de planification de la consommation dans le but de se dire voici ce que l'on veut, voici comment on atteint les besoins humains? Comment fait-on pour le faire et que ce soit possible pour des consommateurs, consommatrices, pour des municipalités, pour des conseils qui se réunissent de faire le choix et la planification sans que ce soit immensément laborieux, tout en produisant une information qui soit utile pour la production. C'est un dilemme assez complexe et qui nous demande un travail de catégorisation des données assez intéressant.
Et je prends ici une slide d'une présentation qui émerge de Ferdia Audry-Skoll, qui l'a présenté la semaine dernière dans un de nos séminaires en ligne, je vous en parlerai dans quelques instants, et qui disait, bien, regardons les catégories actuelles. Si on prend 10 à la 1, on a 10 types de produits, puis admettons qu'on prend un de ces types-là, c'est Food and Non-Alcoholic Drinks. Bon, ça, c'est assez gros. Hein? S'il fallait prévoir dans ce type de niveau-là, on ne dirait pas grand-chose d'intéressant en termes de planification de la consommation. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on met dans... C'est ce qui porte sur la nourriture. Seulement la nourriture, sans les boissons. Ensuite, si on ramène ça à 1000 catégories différentes, eh bien, on pourrait aller sur les condiments et les sauces. Est-ce suffisant pour que la production, si elle est informée d'une quantité de consommation en condiments et sauces, ait assez d'informations pour produire? Est-ce qu'il faut se rendre aux 10 000 options, ce qui commence à être beaucoup, ce qui commence à être très laborieux pour la planification, pour les consommateurs qui annoncent leur planification, pour se rendre au ketchup? Bon, l'exemple vient des États-Unis, vous l'aurez deviné. Pour se rendre à un produit plus spécifique, bien que ce ne soit pas un type de produit. On ne dit pas de quelle catégorie de ketchup, qu'est-ce qu'il contient, quel type d'épices, etc., etc. Étant de ce côté-ci de l'Atlantique, je peux vous promettre qu'il y a une vaste quantité de ketchup disponible. Donc, la question que j'aurais posée à des ingénieurs de la science de données, ce serait de dire, mais comment est-ce qu'on peut parvenir à une catégorisation qui soit fonctionnelle pour tout le monde? Première question, et qui soit utile. Deuxième question qui se pose, comment, si cette catégorisation et cette planification est contraignante pour ceux qui la font, comment est-ce qu'on peut s'assurer de respecter leur vie privée alors qu'ils nous dévoilent l'ensemble de leur consommation pour l'année, ce qui est quand même un élément extrêmement privé. Donc, il y a des réponses, me semble-t-il. J'ai quelques idées en tête, mais il me semble qu'on a là un défi important. J'arrive à la fin de cette présentation. Je pense que je suis pas mal dans mes temps. Donc, si vous souhaitez vous impliquer sur ces questions, si ce que je vous ai présenté vous donne une idée où vous dites « Ah oui, j'aimerais ça mieux connaître ces questions », je vous invite d'abord à lire notre petit ouvrage, assez bref, un peu aride parfois, mais assez bref, qui s'appelle « Construire l'économie post-capitaliste », que j'ai écrit avec Audrey Lorrain-Lamotte et Frédéric Legault, qui est publié chez Lux, qui est disponible en Belgique, et que si vous ne le trouvez pas dans votre librairie préférée, vous pouvez commander en ligne. Ensuite, on tient une série de séminaires en ce moment pour les gens qui sont intéressés à ces questions. Donc, ce ne sont pas du tout des séminaires d'introduction, mais ce sont des séminaires pour les gens qui ont un intérêt pour la question. Vous pouvez me contacter pour y participer. Puis, on pense tenir un colloque à Montpellier, ce qui n'est pas très loin de la Belgique, en juillet 2024, où vous êtes bienvenus dans le cadre du colloque de l'AFEP, l'Association française d'économie politique. Donc, je conclus rapidement en vous disant que les 4 points à retenir: le capitalisme menace notre survie collective, on peut le critiquer, c'est bien, on peut essayer de le dépasser, et c'est mieux. Pour le faire, même juste pour l'imaginer, il faut être nombreux et nombreuses à travailler ensemble. Et nous sommes de plus en plus de gens, partout dans le monde, à penser à ce post-capitalisme. Et nous avons besoin d'ingénieurs qui ont vos talents, vos compétences. Merci beaucoup. Vous avez là mon courriel pour me rejoindre si vous avez des questions ou vous souhaitez participer davantage à la recherche sur le post-capitalisme.